La crise s'accélère à l'est de l'Europe. C'est la plus grave depuis 20 ans, estime Laurent Fabius depuis Bruxelles, où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont encore appelé la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine sous peine de sanctions. Sur le terrain pourtant, on en est loin. Toutes les bases de Crimée sont désormais encerclées par l'armée russe qui achève sa prise de contrôle totale de la péninsule. Ksenia Bolchakova, vous êtes en direct de Moscou. Il a même été question, Ksenia, d'un ultimatum que la flotte russe en mer Noire aurait adressé aux soldats ukrainiens pour qu'ils se retirent de Crimée avant 5 heures du matin, heure française. Oui, alors pendant quelques heures, on a bien cru que les Russes allaient passer à l'offensive et finalement, c'est un démenti de Moscou qui est tombé ce soir. L'ultimatum aux forces ukrainiennes, un non-sens, nous dit-on au ministère de la Défense. Ici, position confirmée du côté de la Douma. Le président du Parlement russe a déclaré qu'une intervention en Crimée n'était pas nécessaire pour le moment, que la carte du dialogue politique était encore à jouer. Côté officiel, donc, c'est un coup de frein, mais dans les faits, sur le terrain, la situation, on le sait, est de plus en plus tendue. Les gardes-frontières ukrainiens ont constaté une arrivée massive de soldats supplémentaires au cours des dernières 24 heures en Crimée, secondés par des blindés, des hélicoptères, des avions de l'armée. Dans quel but? Une guerre des nerfs, une manipulation de l'incertitude, c'est ce que nous disent les experts à Moscou. Possible aussi que le Kremlin estime que la position 100% pro-russe des autorités locales soit suffisante. Pour le moment, on place ses pions donc, mais on ne montre pas complètement son jeu. Alors on se rendra en Crimée dans un instant, mais Vladimir Poutine lui aurait accepté le principe d'un groupe de contact lancé à l'initiative d'Angela Merkel pour trouver une issue pacifique au conflit. Oui, c'est à l'issue de la discussion téléphonique, de la conversation téléphonique qu'il aurait eue avec la chancelière allemande hier soir, que cette décision aurait été prise. C'est ce qu'on nous a annoncé à Berlin, mais du côté de Moscou, c'est un tout autre discours, ou plutôt un communiqué succinct qu'on peut lire sur le site internet du Kremlin. Et en résumé, eh bien, ça donne ça. Poutine accepte de continuer des consultations bilatérales avec Merkel, consultations aussi avec les autres partenaires, mais on ne les cite pas, et ce, jusqu'à ce que la situation en Ukraine se stabilise. À aucun moment, le Kremlin n'évoque la possibilité de créer cette commission sous l'égide de l'OSCE, comme l'annonçait les autorités allemandes. Le message essentiel qu'il faut retenir de ce communiqué du Kremlin, c'est que la position de Moscou, dans le fond, n'a pas changé. Les mesures prises, nous dit-on, sous-entendu, le feu vert à une ingérence militaire, sont adéquates. Elles répondent à une menace concrète, celle des forces ultranationalistes qui menacent les intérêts de la communauté russophone. Merci Ksenia Bolchakova avec nous en direct de Moscou. Et on en parle avec à mes côtés David Tortry, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheur au centre de recherche Europe-Eurasie à l'INALCO, cofondateur de russiegeopolitique.org. Jusqu'où, d'après vous, la Russie est-elle prête à aller dans cette affaire ? Alors, dans cette affaire, la Russie a montré qu'elle était capable de contrôler désormais pratiquement le territoire de la Crimée, qui est une presqu'île au sud de l'Ukraine. Un territoire cédé à l'Ukraine en 1945, c'était sous Nikita Khrouchtchev. C'était un peu plus tard, mais effectivement, c'est Khrouchtchev qui a, par un décret, rattaché la Crimée à l'Ukraine. Bon, à l'époque, c'était dans le cadre de l'État soviétique, et finalement, il n'y a pas grand monde qui s'en est aperçu, si je puis dire, sachant qu'effectivement, elle appartenait à la République russe au sein de l'URSS. Mais à la fin de l'URSS, quand on a l'éclatement, les Russes se sont rendus compte tout d'un coup que la Crimée n'est plus en Russie. Et donc l'accès à la mer Noire n'y était plus non plus. Et une bonne partie de l'accès de la mer Noire n'y est plus, mais surtout pour les Russes, la Crimée, c'est Sébastopol, c'est la guerre de Crimée du 19e siècle, et c'est la résistance de Sébastopol aux fascistes lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout un symbole. Voilà. Donc là, ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est une Russie qui profite du fait que les choses ne sont pas très claires au niveau de l'État central ukrainien. On a un président qui est renversé, on ne sait pas trop quel est le nouveau pouvoir. Quelle est sa légitimité. Les Russes insistent sur le fait qu'il y a beaucoup de nationalistes, voire l'extrême droite qui est derrière les nouvelles autorités, et donc disent, écoutez, il y a un danger, nous on intervient pour protéger nos ressortissants, voire plus largement les russophones. En cas de victoire en Crimée, si tant est qu'on puisse parler de victoire, la Russie pourrait être tentée d'aller plus loin, de pousser son avantage sur la partie orientale de l'Ukraine. Alors, il est
peu probable qu'elle agisse de la même façon, parce que effectivement, j'insiste un petit peu sur cette particularité de la Crimée, hein, on l'a dit, un territoire qui est changé de main. Le reste de l'Ukraine, on a d'abord, en termes de population, les Russes sont beaucoup moins nombreux. Hein, et les choses sont beaucoup plus difficiles d'ailleurs, même en termes stratégiques. Hein. La Crimée, on la contrôle très facilement. On coupe les liens avec le reste du continent et voilà, c'est ce qu'ont fait les Russes. Hein. Ils ont coupé les liens avec le reste du continent et ils ont pris petit à petit le contrôle de la Crimée. Mais par contre, on peut imaginer, et c'est semble-t-il ce qui se passe, que les Russes soutiennent les populations russophones dans leur volonté de ne pas reconnaître le pouvoir central à Kiev, et ça peut mener vers une éventuelle scission de l'Ukraine. Ce qu'on a du mal à comprendre quand on a suivi cette crise depuis le début dans son déroulement, c'est l'écart entre le discours de la Russie, qui depuis le début, sommé par l'Occident évidemment de se prononcer, explique qu'elle s'opposera à toute partition du pays, et dans les faits, eh bien, on le voit, cette partition de fait si la domination russe sur la Crimée est confirmée. Alors, le problème, c'est qu'il y a le discours russe et puis il y a le discours occidental. Le discours occidental était très offensif, paradoxalement, ces derniers mois. On avait les responsables occidentaux qui étaient à Kiev presque tous les jours et qui disaient, qui soutenaient les manifestants. Ces manifestants, ce sont les nationalistes, en bonne partie, en tout cas, ils sont structurés par les nationalistes de l'ouest de l'Ukraine qui sont historiquement anti-russes. Quand le pouvoir est pris à Kiev, la Russie dit, écoutez, mes intérêts, ils ne sont plus du tout pris en compte en Ukraine, et les Occidentaux ont soutenu ce changement de pouvoir à Kiev. C'est la réaction russe à cette situation. Merci David Tertry d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Et on part tout de suite justement en Crimée, rejoindre sur place notre envoyé spécial à Simferopol, Johan Bodin. Johan, où en est la situation ce soir sur place ? Bien écoutez, ce soir, l'encerclement des casernes ukrainiennes par les forces pro-russes se poursuit. Il a commencé hier. Nous sommes rendus sur la base de Perivalnaya. C'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Simferopol, en direction de Yalta. Et là, depuis hier, eh bien, les forces pro-russes encerclent cette caserne. Cela se fait sans violence. Pour l'instant, les chargeurs ne sont pas engagés dans les fusils d'assaut entre les deux troupes. Et sur la base de Borchiseraï, qui est en direction de la base de Sébastopol, c'est un peu plus tendu, c'est un peu moins organisé. Et là, les chargeurs sont engagés, il y a un peu plus de tension. Ces casernes ukrainiennes sont ici en Crimée les dernières forces qui potentiellement restent loyales à Kiev. Les négociations sont permanentes entre les commandants ukrainiens et, nous a-t-on dit, des officiers russes qui maintiennent le dialogue. Nous avons également constaté que dans certaines bases, eh bien, les soldats ukrainiens quittaient les bases. Et lorsque des soldats ukrainiens voulaient prendre leur quart dans les bases ukrainiennes, eh bien, ils en ont été empêchés par des cordons de manifestants pro-russes qui épaulaient les soldats pro-russes. Ce face-à-face, pour l'instant, qui dure depuis 2 jours, est sans violence. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré. Alors le ministre ukrainien de la Défense, lui, aujourd'hui, a un peu semé le doute en annonçant que la flotte russe en mer Noire aurait lancé un ultimatum aux soldats ukrainiens afin qu'ils quittent la péninsule dans le courant de la nuit. Des propos qui ont été démentis par Moscou. Oui, il faut peut-être y voir aussi une dimension psychologique. Il ne faut pas oublier que cette annonce a été relayée par l'agence russe Interfax. Il faut également se pencher sur l'effet que cela pourrait avoir sur le moral des troupes ukrainiennes qui, depuis 2 jours, je vous le disais, sont encerclées par des soldats pro-russes qui sont juste derrière leur porte, juste à l'extérieur de la base. Il faut savoir que les femmes de ces soldats ukrainiens rentrent dans les bases pour leur donner à manger, leur apporter du pain, leur apporter du réconfort, leur apporter aussi des nouvelles. Ce genre de nouvelles, effectivement, peut causer énormément de dommages au moral des troupes. L'armée ukrainienne, aujourd'hui en Crimée, sur le papier, c'est 15 000 hommes, mais c'est une armée qui est aujourd'hui immobilisée. Et pour qu'une armée soit efficace, il faut qu'elle soit armée, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, puisque dans la caserne, il y a toujours des armes, mais elle a perdu totalement aujourd'hui sa capacité à pouvoir bouger.
Merci Johan Baudin avec nous donc en direct de Simferopol en Crimée. Et puis pour conclure, sachez également que Washington dit étudier un large éventail de sanctions envers la Russie. On évoque notamment une possible suspension des instances du G8. Moscou qui doit organiser prochainement un sommet du G8, ce serait à Sochi. Et puis l'Europe, elle doit se retrouver jeudi, les ministres des Affaires étrangères des 28 qui devraient à nouveau donc évoquer la situation en Ukraine avec là aussi la possibilité d'envisager d'éventuelles sanctions. À présent, journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Myriam, les marchés mondiaux réagissent à la crise ukrainienne. Absolument, et dans l'après-midi, on a cru à un ultimatum, vous le disiez, un ultimatum russe, c'est Kiev qui le pensait. Moscou aurait donné jusqu'à demain 4 heures du matin aux soldats ukrainiens postés en Crimée pour se rendre. Et du coup, on a vu l'or et le pétrole flamber, tandis que le rouble et le grivnia, la devise ukrainienne, dégringolaient. À Moscou, la bourse a fermé en très fort recul, 12%. Et depuis, Moscou a démenti tout ultimatum, mais les investisseurs se méfient. Et l'économie russe n'est pas la seule impactée, loin de là. 2 exemples bien parlants, les titres Carlsberg ou celui de la Société Générale, très présent en Russie, voient leur valeur reculer fortement, moins 1,4% pour le premier, moins 5,2% pour le second. Et face donc aux menaces russes, aux pressions russes, les Européens alternent entre la carotte et le bâton. Il y aura un prix à payer, assurait le ministre britannique des Affaires étrangères cet après-midi, tandis que la chancelière allemande, elle, jouait la conciliation en proposant un groupe de contact à Vladimir Poutine. Alors l'autre piste évoquée du coup par les Européens, ce sont des sanctions économiques ciblées contre la Russie, mais lesquelles et pour quels résultats? Élément de réponse avec Karina Chabour. Des sanctions économiques contre la Russie, une arme à double tranchant pour l'Union européenne. Premier investisseur en Russie, l'Europe est aussi son principal partenaire commercial et son premier client en énergie. Le gaz russe couvre ainsi un quart des besoins européens, un chiffre qui tombe à 15% pour la France, mais qui s'élève à 43% pour l'Allemagne et jusqu'à 100% pour la Bulgarie, la Slovaquie ou la Finlande. En échange, la Russie importe des produits finis et fait appel au savoir-faire technologique européen dans l'aéronautique, le nucléaire ou l'automobile. Airbus, Fiat ou Renault ont ainsi signé des partenariats avec des constructeurs russes. Mais c'est surtout l'Allemagne qui est en première ligne. À elle seule, elle représente quasiment un tiers des exportations de l'Union européenne vers la Russie. Le géant Siemens, mais aussi de nombreuses PME y sont très bien implantées. En cas de conflit, qui peut tenir le plus longtemps? Je pense que les États membres, comme l'Allemagne et la France, seraient dans l'embarras bien avant que la Russie ait changé de position. Autant de raisons qui poussent Berlin à trouver une issue diplomatique à la crise en Ukraine. Et puis Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, n'a pas caché son inquiétude, lui non plus. Les conséquences géopolitiques de ces tensions pourraient peser beaucoup plus lourd que le poids économique de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne. Les marchés ne s'y sont pas trompés. Les places européennes ont terminé en forte baisse. Voyez les chiffres. Paris a perdu 2,66%. Francfort a décroché à moins 3,44%, moins 1,49% à Londres. La tendance est également à la baisse de l'autre côté de l'Atlantique. La séance est en cours. Un Dow Jones qui perd 0,99%, moins 0,87% pour le Nasdaq. S&P 500, moins 0,75% pour le moment. La crise s'accélère à l'est de l'Europe. Les Russes ont beau démentir avoir lancé un ultimatum à l'armée ukrainienne pour qu'elle quitte dans la nuit ses positions en Crimée. Toutes les bases de la péninsule sont désormais encerclées par l'armée russe qui achève sa prise de contrôle totale du territoire. Reportage sur place de Johan Baudin et Douglas Herbert avec Inès Olagaray à Paris. Escortés par un blindé sans immatriculation, ces soldats ukrainiens quittent la base militaire de Perevelnaya, laissant leurs armes derrière eux. Des militaires sans insigne qui se disent russes encerclent la caserne. Une centaine de mètres plus haut, les drapeaux russes sont hissés. À bord de ce camion, des militaires ukrainiens sont immobilisés par des miliciens pro-russes. Impossible d'accéder à leur quartier. Sous la pression, ils finissent par faire marche arrière. Ces miliciens sont venus manifester leur hostilité au gouvernement ukrainien. Ils disent être là pour aider à maintenir l'ordre. Ici, il n'y a que des habitants de Crimée pacifiques. Kiev veut provoquer une guerre ici. L'Ukraine veut envoyer des soldats contre la Crimée. Kiev veut nous provoquer.
Et l'Europe est du côté de Kiev. Elle veut qu'on se batte les uns contre les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'ordre. Le commandant de la caserne affirme qu'une médiation a eu lieu pour éviter aux soldats d'ouvrir le feu. À l'intérieur, un certain nombre de militaires ukrainiens sont encore là. Quelques femmes se sont aventurées pour leur apporter un peu de nourriture. Nous sommes venus pour soutenir les soldats ukrainiens et pour montrer que la situation ici est très instable. Il y avait de la stabilité ici avant que les troupes russes n'arrivent. S'ils nous disent qu'ils sont là pour protéger les civils ou la population russe, laissez-les chercher ces gens qui ont besoin de protection. Mais pourquoi ces militaires restent ici? Ces soldats affirment être là pour protéger la population russe de Crimée. Dans la péninsule, entre 20 000 et 25 000 militaires russes sont déjà stationnés. L'armée ukrainienne, elle, ne compte que 15 000 hommes dans la région. C'est la crise la plus grave depuis 20 ans, estime Laurent Fabius depuis Bruxelles, où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont encore appelé la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine sous peine de sanctions. Écoutez à la chef de la diplomatie, Catherine Ashton. En l'absence de mesures de désescalade de la part de la Russie, l'Union européenne décidera des conséquences que cela implique dans les relations entre l'Union européenne et la Russie. Nous avons parlé de la possibilité de suspendre les relations bilatérales en matière de visa et nous envisagerons des mesures ciblées. Avec nous en direct de Bruxelles, on retrouve Katialine Landaburu. Katialine, qu'ont décidé les ministres européens des Affaires étrangères aujourd'hui ? En gros, l'Union européenne a décidé de suspendre sa décision à l'évolution de la situation en Ukraine dans les prochains jours. Alors, un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement sera organisé ce jeudi à Bruxelles. Si la situation ne s'est pas améliorée d'ici là, s'il n'y a pas eu de désescalade, eh bien, les 28 chefs d'État et de gouvernement prendront des sanctions à l'égard de la Russie. Alors, on l'a entendu Catherine Ashton à l'instant. La première visera à geler les négociations en cours sur la libéralisation des visas. D'autres sanctions plus ciblées pourraient également être décidées plus tard. Elles viseraient par exemple les avoirs de certains hauts dignitaires de la Russie au sein de l'Union européenne, comme ce qui a été d'ailleurs évoqué par Washington hier. Alors on semble très loin de voir ce type de mesures se concrétiser, tant les Européens semblent craindre de réellement se montrer menaçants vis-à-vis de la Russie. De quels moyens dispose l'Europe pour faire pression sur Moscou, Katialine ? Écoutez, finalement, de pas grand-chose. Ils pourraient viser les intérêts stratégiques, économiques de la Russie. Ils peuvent aussi, ce qui serait sans doute plus efficace ou assez efficace, geler les avoirs de certains hauts dignitaires, donc comme cela a été évoqué. Mais cela représenterait une véritable déclaration de guerre à la Russie de Vladimir Poutine. Et c'est justement ce que les Européens, l'Allemagne en tête, veulent absolument éviter. Ils ne veulent pas couper tous les fils du dialogue avec la Russie. Alors à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, la réponse européenne semble aujourd'hui assez illisible et elle risque d'être inefficace à terme. La suspension, par exemple, des négociations en cours sur la libéralisation des visas n'a aucun sens, dans la mesure où ces négociations sont de toute façon à l'arrêt depuis quelques années. Alors face à la détermination de Vladimir Poutine, les Européens vont devoir faire autre chose que de montrer les dents s'ils veulent réellement peser sur le destin de l'Ukraine. Merci Katialine Landaburu, vous étiez avec nous en direct de Bruxelles. Et la Maison-Blanche, elle aussi, dit étudier des sanctions. Barack Obama, à l'instant, accuse la Russie d'avoir violé le droit international. Parmi les sanctions envisagées aux États-Unis, les questions notamment de suspendre la participation de la Russie au G8, dont on sait que le prochain doit être organisé en Russie, justement à Sotchi. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lui a vivement réagi à propos de ces menaces de la communauté internationale. Écoutez. Je vous le répète, il s'agit de défendre nos citoyens, nos compatriotes, défendre un droit humain fondamental, le droit de vivre. Ceux qui décrivent la situation en parlant d'actes d'agression et qui nous menacent de sanctions et de boycotts sont les mêmes partenaires qui ont toujours encouragé les forces politiques qui leur sont proches à poser un ultimatum, à refuser le dialogue et à ignorer le sort des régions au sud et à l'est de l'Ukraine, entraînant au final la polarisation de la société ukrainienne. On va revenir justement sur la position russe avec à mes côtés Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Raphaël. Les Russes qui agitent comme motif de leur intervention la menace qui pèse sur la communauté russophone de Crimée. Cette menace est-elle bien réelle ?
Écoutez, on vient d'entendre Sergueï Lavrov et on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir s'il y croit lui-même à ce qu'il dit. Revenons un petit peu en arrière. Le nationalisme ukrainien, ce n'est pas un mythe. Il a existé. Il a été incarné par un personnage absolument abominable qui s'appelait Stepan Bandera et c'était aux alentours de 1930-1940. Il a même fondé une légion qui s'appelait la Légion ukrainienne sous les ordres de la Wehrmacht et qui a tué des Polonais, des Russes, des Juifs polonais, des Juifs russes. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les mouvements qualifiés d'extrême droite, Svoboda, Pravый Sector, ne se réclament pas de ce type-là. Ils se réclament d'un ultranationalisme ukrainien, certes, mais quand vous regardez les faits et les événements, il n'y a pas eu ces dernières années d'exactions répertoriées, commises à l'encontre de russophones par cette frange-là de l'échiquier politique. D'une manière générale, les violences ont attiré les projecteurs sur ces gens-là, mais il y avait quantité d'autres gens et d'obédience qui étaient dans l'action violente parce qu'il fallait forcer la police ukrainienne à céder. Alors là où il y a un enjeu stratégique, c'est que forcément, dans l'évaluation de l'extrême droite en Ukraine, vous avez la Russie qui pèse justement avec cette affirmation. Et lorsque l'on relaie cette affirmation de l'extrême droite ukrainienne, qu'est-ce qu'on fait ? Au fond, on aide un autre ultranationalisme, qui est l'ultranationalisme russe, qui lui est à peine voilé. Il y a une erreur monumentale qu'a commise le gouvernement ukrainien, plutôt le Parlement, qui était de décider d'abroger le statut de langue officielle pour le russe. Ça, c'est une erreur catastrophique. Heureusement, le président Turchinov ne l'a pas signé encore. Mais le mal était déjà fait dans une population comme la population russophone de Crimée, qui est à la fois fière et forte de son appartenance à la Russie, et en même temps très fragile parce que ce n'est plus Moscou qui est le centre du monde, ce n'est plus l'URSS. Alors en quelques mots, ça va être dur, oui. Mais quand on entend les échanges de menaces de part et d'autre, on a l'impression d'un retour à la guerre froide finalement. Alors, si les mots ont un sens, non. Parce que pour qu'il y ait la guerre froide, il faut qu'il y ait un équilibre de la terreur. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre de la terreur. On le voit bien militairement en face, il n'y a personne d'autre. Par contre, sur le plan idéologique, sur le plan finalement des valeurs, oui, il y a un affrontement de type de guerre froide. Il y a d'une certaine manière les réprimandes occidentales qui ne font que aggraver les réponses russes, et ça va dans le sens voulu par les Russes. C'est une tactique de guerre froide. Mais encore une fois, il n'y a pas d'opposition militaire franche et crédible en face pour répondre. Merci Gauthier Rybinski. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce soir de la situation